les humains sommes des êtres avides de nouveautés. L'inconnu nous attire. C'est valable autant pour un nouveau yaourt que pour les derniers potins. Et lorsqu'un nouveau message s'affiche sur l'un de nos nombreux écrans, nous devons l'ouvrir au plus vite. Mais voilà, notre curiosité nous cause parfois du tort. Elle a vite fait d'empiéter sur notre temps de travail ou sur la vie privée des autres. Et pourtant, c'est bien la curiosité qui nous a permis d'inventer la roue et de découvrir la pénicilline, ou encore de nous envoler dans l'espace. D'où vient notre appétit constant pour la nouveauté? Qu'est-ce que la curiosité au juste? Et en avoir trop est-il vraiment un problème? Les êtres humains collectionnent les connaissances. Chaque information glanée est précieusement conservée. Et de toute évidence, nous ne sommes pas les seuls. Les autres animaux sont eux aussi attirés par l'inconnu. Les renards s'aventurent à proximité des habitations humaines, les dauphins suivent les bateaux à moteur, et ces ânes s'intéressent de près aux caméras. Derrière notre curiosité se cache, semble-t-il, un moteur biologique commun à la plupart des espèces. Nous demandent d'être curieux pour notre survie. Se nourrir, s'alimenter, boire, se reproduire, trouver un partenaire sexuel pour se reproduire. Et donc on a besoin pour ça d'explorer autour de nous, d'ouvrir des portes qu'on n'a jamais ouvertes, de rencontrer des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, et ainsi de suite. La curiosité, c'est ce qu'on porte en nous pour aller explorer finalement l'environnement qui nous entoure. La curiosité nous pousse souvent à sortir de notre zone de confort, ce qui n'est pas toujours sans risque. Quand on est une petite souris qui peut être mangée à chaque instant par un chat ou par un rapace qui passe par là, on va aussi être très craintif par rapport au monde extérieur. Pour autant, une souris est extrêmement curieuse. Sinon, elle ne va pas trouver de source d'aliments. Sinon, vous n'en croiseriez jamais ni dans vos cuisines ni dans vos garages. Et la curiosité peut être si forte que nous sommes parfois prêts à nous mettre en danger pour l'assouvir. Comme le montre l'expérience suivante. Vous êtes assis dans une pièce et on vous montre 3 électrochocs différents. Le premier ne fonctionne pas du tout. Le troisième marche à tous les coups. Mais entre les deux, il y a le deuxième électrochoc qui, lui, fonctionne dans 50% des cas. Ce qui ressort de cette expérience, c'est que le plus attirant à nos yeux est le deuxième électrochoc, celui qui donne une chance sur 2 de recevoir une décharge électrique. C'est ainsi que le deuxième stylo a été pressé 5 fois plus souvent que le premier, même si le risque de choc électrique était clairement établi. Résoudre l'incertitude, gagner en clarté et en connaissance sur la situation, percer le mystère. Tout ça peut valoir la peine de recevoir un électrochoc. C'est pour cette raison que les gens investissent dans le danger et prennent des risques. C'est la racine même de la curiosité humaine qui permet à la fin d'en savoir plus sur ce qui se passe. C'est dans notre nature. Nous voulons combattre l'incertitude, peu importe le prix à payer. Voilà qui explique l'attrait qu'exercent même les grottes les plus sombres. Certains n'en sont pas revenus, d'autres y ont trouvé les premiers silex. Et sans cela, nous aurions peut-être disparu depuis longtemps. Il serait peut-être temps de dire un grand merci à la curiosité. Mais si elle nous rend de tels services, pourquoi n'est-elle pas considérée comme une qualité? Pourquoi dit-on toujours que la curiosité est un vilain défaut et qu'on ne devrait pas fourrer son nez partout? Depuis Ève et la fameuse pomme, la curiosité est vue comme un péché par les chrétiens. Pour l'Église catholique, celui qui aspire à la connaissance est toujours soupçonné de se faire plus grand que ce que Dieu voulait qu'il soit. C'est ce qu'on appelle l'hubris. Les Grecs de l'Antiquité voyaient déjà les choses du même œil. La preuve, l'ouverture de la boîte de Pandore est sévèrement punie. La plupart d'entre vous pensent également que leur curiosité devrait avoir des limites. Pourquoi
pourquoi sommes-nous si critiques à l'égard de notre curiosité? Notre culture européenne repose sur un tabou de la curiosité. Les personnes curieuses ont tendance à enfreindre les règles. Elles vont là où personne n'est allé, et cela remet la stabilité en question. Les autorités ont donc tout intérêt à contrôler, d'une manière ou d'une autre, les individus trop curieux. C'est vrai, les autorités n'aiment pas être remises en question. Elles ont donc sans doute contribué à la mauvaise image de la curiosité. Mais on ne peut pas nier que l'excès de curiosité peut parfois être franchement problématique. Pourquoi lisons-nous les messages adressés à autrui? En temps normal, cela ne nous apporte aucun avantage en matière de survie. C'est difficile de définir la curiosité. Chercher des informations utiles, c'est une chose. Mais la curiosité, c'est chercher des informations qui ne vous apportent rien dans un avenir immédiat. Notre curiosité n'a donc pas besoin d'une raison particulière pour nous faire loucher sur un journal intime. C'est une motivation interne. Chaque fois qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment ou qu'on veut savoir comment quelque chose va se terminer, on fait preuve de curiosité. On veut en voir plus et mieux comprendre. La véritable curiosité naît d'abord en nous sans but concret. Vouloir tout savoir sur la Tour Eiffel parce qu'on vient de la voir pour la première fois et qu'on la trouve fascinante, c'est de la curiosité. Ce n'est pas le cas lorsqu'on doit réunir ces mêmes informations pour un exposé à l'école. Mais alors, si ces connaissances ne sont pas nécessaires pour obtenir une bonne note à l'école, à quoi bon déployer de tels efforts? Cette question a piqué la curiosité de Petra Mochelin. Elle a étudié des souris de laboratoire dans une situation où elles se sont montrées curieuses. On s'est demandé pourquoi les animaux quittent leur nid, même quand ils n'ont pas besoin de nourriture ou de se protéger de quelque chose. Et on est tombé sur une zone spécifique du cerveau qui existe aussi bien chez les souris que chez les humains, le noyau septal médian. C'est dans cette région du cerveau que sont stockées les informations relatives à l'orientation dans l'espace, mais aussi aux contacts sociaux. Lors de leurs explorations, qui peuvent sembler vaines, les souris complètent donc leur carte interne et enregistrent les rencontres effectuées. Mais quelle est la motivation derrière un tel comportement? On suppose que ces circuits de navigation relatifs à nos déplacements dans l'espace pourraient être reliés à des circuits eux-mêmes connectés à notre motivation. Les chercheurs ont également découvert l'origine de cette motivation. Il existe un circuit qui s'active à chaque fois que les animaux explorent leur environnement avec curiosité. Sa particularité, son activité est liée à la libération immédiate de dopamine, une des hormones du bonheur. Notre cerveau est fait de telle sorte que chaque fois qu'on collecte de nouvelles informations et qu'on se montre curieux, on est récompensé par un shoot de dopamine. C'est un mécanisme très puissant. Et ça nous a beaucoup surpris. On s'est rendu compte que si on l'active, les animaux se mettent en mouvement à tous les coups. En d'autres termes, satisfaire notre curiosité nous rend heureux. Et ça, c'est un moteur très puissant. Sorti du laboratoire, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas juste appuyer sur un interrupteur pour activer le centre de curiosité. Il doit se déclencher de lui-même. Mais comment ? On oscille en permanence entre l'envie d'en savoir plus, la curiosité, le désir d'apprendre et la peur de l'inconnu. Lorsqu'on arrive à l'équilibre parce qu'on est à la fois un peu effrayé par la nouveauté, tout en étant attiré par l'inconnu, et qu'on ne sait pas quoi choisir, c'est là que la curiosité entre en jeu et nous fait basculer vers la collecte d'informations. La curiosité nous donne donc le coup de pouce dont nous avons parfois besoin. Et en guise de récompense, elle nous fait nous sentir heureux. Mais pourquoi certains d'entre nous veulent-ils qu'il se passe toujours quelque chose de passionnant, alors que d'autres préfèrent éviter les surprises ? Dans chaque espèce, on constate qu'il y a des individus plus enclins à prendre des risques, à se montrer curieux, à sortir pour découvrir ce qu'il y a dehors, et d'autres qui sont plus conservateurs et qui attendent que les choses se passent. Des ornithologues de l'Institut Max Planck pour l'intelligence biologique se sont penchés sur le sujet.
Ils ont pour cela placé une magnifique panthère rose en plastique à côté de la mangeoire de mésanges charbonnières. Certains oiseaux se sont intéressés à la nouvelle venue, d'autres non. Une étude de leur ADN a révélé qu'un gène particulier appelé DRD4 s'était développé de manière totalement différente chez les oiseaux curieux. Chez les mésanges charbonnières, la curiosité dépend donc fortement de ce gène. Seulement, encore une fois, nous, les humains, sommes un peu plus complexes que les oiseaux. Il y a effectivement des gènes qui déclenchent certaines actions. Mais je pense qu'il serait réducteur de ramener l'origine de la curiosité à un ou deux gènes. Il semble que plusieurs régions du cerveau soient impliquées et elles interagissent. La manière exacte dont ça se passe dépend aussi de l'expérience de chacun. Supposons qu'une personne s'aventure dans une forêt inconnue. Elle y trouve non seulement des baies délicieuses, comme elle l'avait prévu, mais aussi un trésor. Elle fera preuve d'encore plus de curiosité à l'avenir. Mais si elle n'y découvre rien, ou pire encore, si un danger surgit, elle en tirera les conclusions qui s'imposent et elle se montrera désormais plus prudente. Mais la curiosité peut aussi nous pousser vers des situations dans lesquelles nous ne nous serions pas aventurés en temps normal, et ce pour de bonnes raisons. La curiosité n'est pas toujours positive. Elle peut aussi conduire les gens à se mettre en danger. D'un point de vue social, la curiosité est importante en raison du gain d'informations. Il faut des personnes hyper curieuses, des animaux hyper curieux qui osent explorer un nouvel environnement pour trouver de nouvelles sources de nourriture comestible et savoureuse. Ou un nouvel abri peut être plus sûr que le précédent. Mais même si nous ne sommes pas pétris d'audace, la curiosité est présente en chacun de nous. Je pense qu'une personne, un être humain, pas curieux, ça n'existe pas. Cette légendaire soif de savoir est donc solidement ancrée en nous. Il nous faut assouvir notre curiosité. Cette curiosité, ce besoin de surprise, de nouveauté, d'inattendu, est présente chez tous les humains. Mais bien sûr, elle ne se manifeste pas toujours de la même façon. Notre cerveau s'intéresse au changement, et c'est le cas chez tous les êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur âge. D'accord, nous sommes tous curieux à différents degrés. Mais le sommes-nous en permanence, 24 heures sur 24 ? Et sinon, quand alors ? Qu'est-ce qui éveille notre curiosité ? Il existe deux théories qui s'efforcent d'expliquer à quel moment on se montre curieux. Il y a d'abord la théorie de la nouveauté, selon laquelle on est toujours curieux d'apprendre quelque chose de nouveau, comme ce jeu que je ne connais pas encore. Ça, on l'avait compris. Nous voulons explorer tout ce que nous ne connaissons pas encore afin de lutter contre l'incertitude. L'autre théorie, c'est celle du différentiel d'information. Selon elle, on a besoin de connaissances préalables pour ressentir de la curiosité et combler ensuite nos lacunes. Et lorsqu'une information vient combler une lacune, on meurt d'envie d'obtenir enfin l'image complète. Les séries télévisées, par exemple, exploitent ce principe. Il suffit de voir quelques épisodes de Game of Thrones pour avoir très vite envie d'en comprendre tous les tenants et aboutissants. Et c'est sans doute pour ça qu'on est toujours là à la 27e saison. Les bonnes séries savent manier ce ressort. Elles laissent quelques vides pour alimenter notre curiosité et nous offrir une chance de les combler plus tard. La science considère aujourd'hui la théorie de la nouveauté et la théorie du différentiel d'information comme complémentaires. Ensemble, elles expliquent ce qui nous rend curieux. En combinant ces deux théories, on peut conclure que tout type d'information, même les exercices de maths les plus rébarbatifs, pourraient susciter la curiosité, à condition de le présenter de la bonne façon. Voilà qui explique enfin pourquoi nous, les humains, sommes capables de nous intéresser à tout.
soit parce que nous pensons pouvoir combler un manque de connaissances, soit parce que nous accordons une grande valeur aux informations totalement nouvelles. Mais cela peut aussi devenir un problème. Qui n'a jamais perdu un temps fou à mener des expériences absurdes? Car oui, il arrive qu'on ait trop envie de savoir si un bonbon à la menthe se met vraiment à mousser quand on le plonge dans du soda. Il est clair que l'être humain n'a jamais commis autant de bêtises que par curiosité. C'est peut-être le prix à payer pour être aussi adaptable et, en fin de compte, aussi performant biologiquement. C'est le revers de la médaille. On sait donc maintenant ce que la curiosité a apporté à notre évolution. Alors on tire un trait, et surtout, merci la curiosité. Passons aux bêtises et autres futilités. Il n'a jamais été aussi facile de collecter de nouvelles informations. Une étude de l'Université de Californie du Sud révèle qu'aujourd'hui, chaque individu absorbe environ 5 fois plus de nouvelles informations qu'il y a 30 ans, par le biais des emails, des réseaux sociaux, des journaux et de la télévision. Bien souvent, il ne s'agit pas de données qui sont pertinentes pour notre vie ou qui nous rendent plus intelligents. Alors pourquoi notre curiosité est-elle si facilement attisée par tout et n'importe quoi? Lorsqu'on prend des décisions, on évalue toujours le rapport coût-bénéfice. En d'autres termes, quel effort mental on doit fournir pour faire quelque chose et quelle récompense on en obtient. Si on est assis devant son écran et qu'on n'a qu'à swiper ou activer un lien, l'effort mental pour accéder à une information est quasi nul. Ok, regarder une vidéo de chat, ça peut être une perte de temps. Mais que dire alors de l'addiction aux réseaux sociaux? Ou du doom scrolling, c'est-à-dire la consommation excessive d'informations négatives? Quel est le lien avec notre curiosité? Notre curiosité est capturée, notre pensée humaine est exploitée pour nous amener à nous déplacer plus souvent dans un environnement numérique, à acheter plus, à cliquer sur tout et n'importe quoi. Il est important de prendre un peu de recul. Comme l'a dit Emmanuel Kant, il faut avoir envie de réfléchir par soi-même au lieu de consommer passivement tout ce qui se présente. Plus facile à dire qu'à faire. Les agences de publicité, compagnies Internet et autres groupes de médias savent très bien comment piquer notre curiosité et nous jeter des appâts que nous attrapons au vol. Et tout ça à cause de notre curiosité ? Effectivement, on va appuyer sur un lien, on va regarder des vidéos de chats ou je ne sais quoi, et on va avoir en permanence ce sentiment de satisfaction. Mais on n'a pas nourri notre curiosité. Parce qu'on n'a pas compris quelque chose, on n'a pas acquis quelque chose. Et c'est ça toute la différence. C'est que le monde actuel utilise notre propension à chercher la nouveauté sans pour autant la nourrir. À croire qu'il existe une bonne curiosité et une mauvaise. Et si on considère le fait de surfer pendant des heures comme de la mauvaise curiosité, comment en sortir alors que la tentation est si forte ? C'est une pulsion intérieure. Mais on peut la contrôler de la même manière qu'on peut décider de manger une friandise ou de boire un verre d'eau un peu plus tard. Il en va de même pour la curiosité. Vous pouvez contrôler votre pulsion, décider que certaines choses sont plus ou moins pertinentes et apprendre à votre cerveau à donner la priorité à vos besoins. C'est vrai. En tant qu'adultes, nous pouvons tous faire preuve d'un peu plus d'autodiscipline. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous des adultes. Ça demande une grande capacité d'autorégulation. Et les enfants ne l'ont pas. Les enfants et les jeunes adultes ont souvent du mal à se contrôler pour une raison très simple. La région du cerveau responsable du raisonnement, le cortex préfrontal, n'atteint sa pleine maturité que vers l'âge de 25 ans. C'est elle qui gère les actions planifiées. Les jeunes sont donc généralement plus enclins à céder à leurs pulsions et à leurs émotions. La régulation doit donc parfois venir de l'extérieur, même si cela peut être épuisant pour les personnes concernées. Mais cette curiosité débridée n'est-elle pas aussi positive, surtout pour les enfants ? Eux qui ont tant à découvrir, leur soif de connaissance est forcément une bonne chose. Je n'ai jamais vu un enfant de 3 ans dire « Je n'ai pas envie d'être ici aujourd'hui, c'est stressant ». Les enfants ne font pas ça. Quand ils ont un livre, ils le regardent. Ils le feuillettent, ils sont intéressés ou alors ils dorment. Ce goût prononcé pour la nouveauté permet aux enfants d'apprendre plus facilement.
Mais cette curiosité est-elle suffisamment stimulée et encouragée à l'école ou dès la crèche? La psychologue américaine Susan Engel a étudié la curiosité des élèves de primaire. Elle a compté combien de fois les élèves de CP se manifestaient pour poser une question. Résultat, une vingtaine de fois par heure. En CM2, il n'y avait généralement plus que 2 questions, voire aucune. Et ce, alors que la matière enseignée était censée susciter davantage de questions. Mais pourquoi donc? Je n'aimais pas du tout aller à l'école. Mon problème, c'était qu'en classe, tout était prédéfini. Pour Susan Engel, c'est justement là que se situe le problème. Des années à avaler des programmes scolaires austères ne donnent pas envie de poser des questions. Nous pouvons donc perdre notre curiosité. Et c'est un vrai problème, car sans elle, la vie se complique. La curiosité est le carburant, le turbo de notre cerveau. La curiosité signifie qu'on a le besoin, le désir intérieur d'apprendre et d'explorer. Plus on est curieux, plus il est probable qu'on absorbe de nouvelles informations. L'école doit éveiller la curiosité des enfants pour leur donner envie d'apprendre. Et allez savoir, ça pourrait même les pousser à participer à ce genre d'émission. Alors, en tant que petite fille, j'aimais bien aller à l'école. Donc je pense qu'on va me qualifier de curieuse, parce qu'en fait, ce que j'aimais, c'était apprendre des choses. Et que l'école, elle m'apportait ça. J'adorais ça. Le plus beau jour de ma scolarité, ça a été mon premier jour d'école. Peut-être que je suis en effet quelqu'un de très curieux. J'aimais vraiment aller à l'école. J'ai toujours été une enfant très curieuse, on peut le dire. Ok, notre sondage n'est pas très représentatif. Mais la science le confirme. Si les enseignants encouragent les enfants à se montrer curieux, l'apprentissage devient plus facile. C'est l'évolution qui nous aide à mieux comprendre comment ce phénomène fonctionne. On sait par exemple que c'est la peur qui entrave notre soif de nouveauté. Et celle-ci s'insinue aussi dans les salles de classe. Dès qu'on est anxieux, on se ferme. Le cerveau se met en pause et il ne se passe plus grand-chose. Si on veut motiver les élèves à faire preuve de curiosité en classe, le mieux, c'est d'abord de faire en sorte qu'ils n'aient pas peur et ensuite de leur montrer tout ce qu'il y a à apprendre. Histoire de leur donner envie. Mais comment s'y prendre face à autant de personnalités différentes quand on est enseignant ? Les meilleurs professeurs que j'ai eus ont encouragé notre curiosité en nous proposant des énigmes, en nous attribuant des missions qui nous permettaient de nous tester. Une bonne éducation arrive à stimuler la curiosité. Ça ne sert à rien de tout exposer de manière claire et simple et d'obliger ensuite les enfants à apprendre ça par cœur. Entretenir la curiosité est un travail de fond, que ce soit pour les enseignants, les parents ou même chacun d'entre nous. Mais ça en vaut la peine. C'est bon pour les résultats scolaires, la performance au travail et pour notre santé. Dès les années 1990, les expériences de neurosciences ont révélé que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de démence manquaient de curiosité. Quel est le rapport ? Les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer dans un état sévère, en fait, ils ont plus cette curiosité, ils ont plus ce moteur interne pour aller vers les choses nouvelles, tout simplement parce que ça suscite de l'anxiété chez eux. Au quotidien, beaucoup de ces patients ont besoin d'une routine fixe et ont donc peu d'occasions de se montrer curieux. Laure Verret a testé en laboratoire ce qu'il serait possible de faire pour changer cela. Sur des souris, bien sûr. Dans un bassin rempli d'un liquide opaque, les rongeurs devaient trouver une plateforme sur laquelle monter, se reposer et ainsi survivre. Plus une souris répétait cette expérience, plus elle trouvait rapidement la plateforme parce qu'elle s'en souvenait. Au cours de la même expérience, les chercheurs ont utilisé des souris atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elles finissaient aussi par trouver la plateforme, mais sans devenir plus rapides. Elles n'apprenaient pas de leur réussite passée. En guise de traitement, les chercheurs ont stimulé de manière ciblée la curiosité des souris. Pendant 3 mois, ils ont rempli leur cage de jouets. Le résultat les a bluffés. Les souris atteintes de la maladie d'Alzheimer ont elles aussi pu retrouver la plateforme de plus en plus vite. Elles semblaient mieux retenir les expériences passées. Cela peut-il s'appliquer aux humains ?
Si on parle des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, spontanément, ils vont pas être très curieux parce qu'ils se sentent plus en sécurité dans une routine. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas introduire un petit peu de nouveauté pour stimuler leur intérêt. Ça peut être un atelier de chant, ça peut être du dessin, ça peut être se promener dans la nature, ça peut être s'occuper de petits lapins. Et donc, c'est un équilibre entre ces deux choses, entre rassurer les personnes et pour pas que leur état s'aggrave et continuer en fait à stimuler leur curiosité tranquillement. Poussons le raisonnement à l'extrême. Peut-on guérir la maladie d'Alzheimer en stimulant la curiosité ? Tiendrait-on là un nouveau remède miracle ? Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, ces personnes, elles sont tout aussi malades du point de vue de leur cerveau, c'est-à-dire qu'on voit les mêmes stigmates au niveau cérébral. Pour autant, au niveau de leur comportement, elles vont se porter beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps. Donc finalement, si on veut simplifier ce discours, ça serait que la curiosité fait en sorte que notre cerveau est capable de résister plus longtemps à la maladie d'Alzheimer. Et même si la science n'a pas encore tout à fait compris comment cela fonctionne, on peut d'ores et déjà l'affirmer. La curiosité est un vrai super pouvoir. La curiosité, c'est dépasser les limites et voir ce qui se passe. Plus on a ce désir, plus on est curieux de nature. Et plus il est probable qu'on va continuer à vivre ainsi jusqu'à un âge avancé, avec un cerveau qui reste en forme. Seulement, ce super pouvoir ne doit pas être employé à mauvais escient. Dans ce cas, il ne nous aidera pas à accumuler des connaissances précieuses qui nous seront utiles et nous feront progresser. La curiosité, c'est ce qui nous pousse non seulement à observer le monde autour de nous, mais à le comprendre. Et si on est passif face à ça, on n'est pas curieux. On n'est donc jamais assez curieux. Mais gare à ne pas utiliser ce super pouvoir n'importe comment. No one at all.